Bien, bonjour à toutes et à tous, et surtout à vous, chers parents, partenaires en éducation. Alors, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à notre Congrès annuel des parents 2024. Je suis Nathalie Lachance, coordonnatrice des communications et de la promotion chez Parents partenaires en éducation, et c'est un honneur de vous accueillir en tant que maître de cérémonie à cet événement significatif. Alors, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des Premières Nations Algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux qui y demeurent toujours. Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été dédiés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario et nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons sous le thème inspirant Partenaires vers un avenir inclusif et cette journée revêt une importance toute particulière car elle célèbre non seulement l'engagement parental, mais également la clôture de la semaine de l'action bénévole. Alors c'est l'occasion vraiment pour nous de reconnaître et d'applaudir votre dévouement en tant que premier éducateur de vos enfants. Et le thème que nous avons choisi, Partenaires vers un avenir inclusif, incarne nos valeurs et notre vision commune en tant qu'organisation. Nous croyons fermement en l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'éducation et nous sommes déterminés à créer un espace où chaque parent se sent accueilli et soutenu, quel que soit son parcours. Alors, au cours de cette journée, nous aurons l'opportunité d'explorer ensemble les voies qui nous mèneront vers un avenir inclusif, égalitaire et respectueux de chaque parcours parental. Nous sommes impatients de partager, excusez-moi, avec vous un programme riche en discussions stimulantes, en partage d'expériences et en apprentissage mutuel. Alors, je vous encourage à profiter pleinement de cette expérience virtuelle et à contribuer à la richesse des échanges qui auront lieu aujourd'hui. Alors, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. J'aimerais prendre un petit moment pour signer la généreuse contribution de nos commanditaires Prestige, qui sont l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, l'AEFO, ainsi que le consortium Centre Jules Léger. Et c'est d'ailleurs grâce à la contribution du consortium Centre Jules Léger qu'une interprétation en langue des signes vous est offerte tout au long de notre congrès. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir aujourd'hui les interprètes en LSQ, Nathalie Gilbert et Claudia Saint-Jacques de la firme d'interprétation Signes et Paroles et que vous voyez déjà à l'œuvre sur vos écrans pour ceux qui ont choisi cette option. Alors, pour les personnes qui sont avec nous sur notre plateforme Zoom, je désire aussi mentionner que notre assistante administrative, Esberte Élisée, est à votre service en tant que la gestionnaire du clavardoir et que vous trouverez les consignes techniques concernant l'option interprétation ainsi que celle pour le bon déroulement de la journée dans celui-ci aussi. Alors, pour ceux qui participent à partir de la diffusion en direct de notre page Facebook, notre agente du renforcement des compétences culturelles autochtones, Brianna Bilek, vous accompagnera sur cette plateforme ce matin et cet après-midi. Vous avez aussi accès, pour ceux et celles qui le désirent, au cahier des participants qui est disponible sur notre page du congrès de notre site web. Et Esbert et Brianna vous partageront le lien afin que vous puissiez le consulter ou le télécharger si cela n'est déjà fait. Alors, c'est avec une grande fierté que je vous présente maintenant une vidéo inspirante enregistrée par notre président, M. Paul Barry. Membre du conseil d'administration depuis 5 ans, dont 3 ans à la présidence, Paul met tout son cœur et son expertise au service de PPE et son impact se ressent dans chaque décision stratégique et chaque initiative que nous entreprenons. Paul incarne vraiment les valeurs de l'engagement parental et de l'éducation et son travail acharné ne passe pas inaperçu, que ce soit dans sa communauté de Hearst, dans le nord de l'Ontario, en province et même au niveau national avec son implication au sein de la Commission nationale des parents francophones, la CNPF. Sa présence énergique et son leadership sont palpables, que ce soit lors de nos congrès annuels ou dans son rôle essentiel en tant que parent, enseignant et membre actif de divers comités. Alors, sans plus attendre, écoutons son message. Chers parents francophones de l'Ontario,
Mon nom est Paul Barry et c'est en tant que président de PPE que j'ai le plaisir de vous accueillir à notre congrès annuel des parents 2024, sous le thème inspirant, partenaires vers un avenir inclusif. Cette année, nous avons élaboré un programme dynamique et enrichissant qui met en lumière l'engagement parental, une valeur essentielle au cœur de notre réseau. En ce jour symbolique du 20 avril, marquant la fin de la semaine de l'action bénévole, c'est un honneur de vous avoir parmi nous alors que nous célébrons non seulement l'engagement parental, mais aussi l'esprit de collaboration et d'inclusion qui anime notre réseau. Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance pour le temps et les efforts que nos parents bénévoles investissent au sein de PPE. Votre dévouement joue un rôle essentiel dans le succès et le bien-être de notre organisation, et nous sommes profondément reconnaissants pour votre engagement inébranlable. L'engagement des parents est une pierre angulaire de la vie scolaire de nos enfants. Votre implication renforce le lien entre notre communauté scolaire et PPE, créant ainsi un environnement de collaboration propice à l'épanouissement de nos élèves. Nous encourageons aussi la collaboration étroite et le partenariat entre nos parents bénévoles et notre équipe de travail. Ensemble, en harmonie, nous pouvons atteindre nos objectifs communs et assurer le succès durable de notre organisation. Votre contribution est inestimable et nous sommes impatients de continuer à construire ensemble. Nous soulignons l'importance d'une communication ouverte et transparente. Vos idées, préoccupations et suggestions sont précieuses. Nous vous encourageons à partager activement que ce soit à travers nos sondages éclairs, sur nos médias sociaux ou en communiquant directement avec un des membres de notre équipe afin de continuer à répondre aux besoins de notre communauté scolaire. Nous encourageons aussi vivement les parents à découvrir de nouvelles occasions d'engagement. Vous aurez la chance de découvrir très bientôt les multiples opportunités présentées par notre nouvel outil qui dévoile 100 façons de participer activement dans votre communauté scolaire, et ce, selon vos intérêts et vos disponibilités. Ce guide détaillé vous accompagnera pas à pas pour vous permettre d'accomplir ces engagements avec succès, consolidant ainsi notre réseau de parents bénévoles et apportant une contribution significative à la réalisation de notre mission commune, créer un environnement éducatif inclusif et respectueux pour nos enfants. Enfin, prenons le temps de célébrer les succès et les réalisations de notre organisation, ainsi que les contributions exceptionnelles de nos parents bénévoles. Cette célébration renforce le sentiment de communauté et de satisfaction pour le travail accompli. Ensemble, nous construisons un avenir éducatif exceptionnel pour nos enfants. Au cours de ce congrès, nous espérons que chaque moment sera une source d'inspiration et de connexion. Merci de votre présence et de votre dévouement. Ensemble, en tant que partenaires dans l'éducation, nous continuerons à éclairer, à accompagner et à outiller les parents pour optimiser leur parcours en tant que premier éducateur. Au nom de tous les membres de notre équipe, je vous souhaite un excellent congrès. Oh, quel beau message! Je tiens d'ailleurs à exprimer toute notre gratitude envers Paul ainsi que toute l'équipe dévouée du CA pour leur travail remarquable. Leur dévouement et leur leadership sont les fondations sur lesquelles repose le succès de parents partenaires en éducation. Alors, écoutons maintenant un message enregistré par le ministre de l'Éducation de l'Ontario, l'honorable Stephen Lecce. Bonjour tout le monde. It is an honor to join you as we celebrate the positive commitment that Ontario's French language parents make to our schools and to our country. I wanted to say thank you on behalf of the Government of Ontario for the very vigorous and strong advocacy of your organization on behalf of parents, really trying to emphasize the importance of getting back to the basics of learning on reading, writing, and math, STEM disciplines, mental health, and empowering our children to achieve their full potential. Je suis fier de défendre la langue française. I am proud and honored to defend and to promote French language education in Ontario. So thank you for your collaboration, for being committed to the success of your children, and for your good ideas that we have implemented in the most recent year, from its strengthening
the voices of parents and accountability through the Better Schools and Student Outcomes Act, to doubling funding for building more French language schools in this province and building them faster by 50% reduction in our timelines. From emphasizing reading and math in this coming school year's budget with new supports and a refocus on literacy and mathematical competence. This is what it's about, giving kids the skills and confidence to succeed. So I thank you on behalf of our province and our Premier for your hard work, collaboration, and true leadership on behalf of children and students across Ontario. Merci. Et voilà, nous en sommes maintenant au dernier atelier de notre congrès qui s'intitule Favoriser la résilience en atténuant les effets du stress chez les enfants. Ce dernier est animé par Marie-Ève Landry et Sophie Caron du Consortium pour les élèves du nord de l'Ontario, plus communément appelé le CENO. Alors, laissez-moi vous présenter nos deux animatrices. Alors, Marie-Ève Landry, c'est bien plus qu'une psychothérapeute. Elle est une véritable alliée pour le bien-être des jeunes. Avec un bagage solide en psychologie et en psychoéducation, elle met son expertise au service des écoles au sein du CENO. En tant que membre respecté de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, elle travaille en étroite collaboration avec les équipes scolaires pour soutenir les enfants dans leur développement. Sa mission, encourager les adultes à devenir de meilleurs guides pour les jeunes en mettant l'accent sur les points forts, et en cultivant leurs compétences émotionnelles et de gestion. Alors, Sophie Caron, quant à elle, c'est bien plus qu'une travailleuse sociale, c'est une véritable force pour le bien-être des élèves au sein du CENO. Avec un baccalauréat spécialisé et une maîtrise en service social, elle met son expertise au service des jeunes. Alors, en tant que membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario, elle travaille en collaboration avec les écoles pour promouvoir la santé mentale et le bien-être. Alors, son rôle va bien au-delà des simples interventions. Sophie offre une gamme de services allant de la promotion à la prévention, en passant par l'intervention pour aider les élèves à développer des habiletés sociales et émotionnelles essentielles. Alors, grâce à ces interventions en classe, elle permet aux jeunes de se doter des outils nécessaires pour réussir à s'épanouir tant à l'école que dans leur vie quotidienne. Alors, sans plus tarder, accueillons Marie-Ève et Sophie. Bonjour à tous. Merci Nathalie pour la belle présentation. Ça nous fait chaud au cœur. Ça nous, Oui, bonjour. ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de consacrer une partie de votre samedi au bien-être de vos enfants et qui sait peut-être à votre propre bien-être aussi. Alors, commençons sans plus tarder. Je vais juste partager mon écran. Je veux juste confirmer avec Nathalie, c'est bien nous qui partageons notre écran pour la présentation? Absolument. OK. Plus Oui, facile pour pouvoir changer vos diapos, mais si vous le préférez, on peut le faire aussi. OK. Non, ça va. Je viens de trouver là, la fonction. Parfait. Juste un petit instant. Vérifier si tout fonctionne bien. De mon côté ici, je vois très bien la présentation, Marie. Parfait. Excellent. Merci, Sophie. Oui, j'ai juste un petit défi. On dirait que j'ai la présentation, je ne vais plus en plein écran, là. Donc, je vais juste essayer d'arranger ça. Je ne sais pas si vous pouvez m'aiguiller, là. Je suis en train de chercher, puis je ne veux pas faire perdre le temps. J'essaye, je vois seulement les personnes en tout petit. J'essayais de revoir en plein écran le mode Zoom.
Si tu vas dans ton mode View, dans le coin à droite de ton écran, est-ce que tu es capable de changer ce mode? Non, je le vois pas. OK. C'est pas grave, je vais juste faire quelque chose d'autre qui devrait régler le problème. Hum, Est-ce que tu préfères qu'on partage la présentation pour toi et tu fais juste... hum. Non, si vous me laissez juste un instant, je pense que ça devrait fonctionner. Fait. OK. Comme ça fonctionne bien? Oui, on voit bien. Merci. Parfait. OK. Alors, on commence sans plus tarder dans ce cas-là. Alors, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du stress chez les enfants. Donc, voici un aperçu de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par parler un petit peu qu'est-ce que le stress, plus spécifiquement à quoi ça ressemble chez les enfants, qu'est-ce que vous pouvez voir en termes de signes et symptômes. Et ensuite, évidemment, je pense, ce qui nous intéresse comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut intervenir. Et on va entrer ensuite dans les stratégies où est-ce qu'on va vous donner plusieurs exemples, comme des stratégies de relaxation, de distraction, de résolution de problèmes et pour changer ses pensées. Et tout ça, évidemment, dans le but de bâtir la résilience. Sachez qu'on a ajouté beaucoup de ressources à la présentation, des ressources pratico-pratiques, des choses qui vont pouvoir vous aider comme parents et vous allez avoir accès à la présentation. Les liens des ressources qu'on présente sont disponibles à chaque page et à la fin aussi, il y a la liste de toutes sortes de ressources qui peuvent vous aider. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat et puis si on est capable d'y répondre au fur et à mesure, on va le faire. Sinon, on va avoir une période de questions aussi à la fin. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que le stress? Donc, on ne va pas rentrer dans des grandes définitions scientifiques, mais en gros, je pense que ce qui est important à retenir, c'est que le stress, c'est une réponse physiologique à une situation ou à un événement vécu. Ce qui va faire justement que cette situation-là va être stressante pour la personne, et ça vaut pour les enfants comme pour les adultes, c'est que c'est lorsque la situation est perçue comme étant nouvelle, imprévisible et sur laquelle on se sent comme si on n'a pas d'emprise, comme si on n'a pas de contrôle. C'est vraiment les facteurs qui vont contribuer au sentiment de stress, d'urgence. C'est là où on voit que le stress, évidemment, ça fait partie de la vie. Ça peut aider à se motiver, ça peut aider à devenir plus créatif. On sait des fois un petit peu de pression, ça peut nous aider, mais beaucoup de stress peut avoir un effet néfaste. Sachant maintenant que ces facteurs-là, de nouveauté, sentiment, que c'est imprévisible ou qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Comme vous le savez, dans la vie d'un enfant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas capables de contrôler. Et c'est peut-être nous, les parents, qui pouvons justement avoir cet impact-là, cette influence-là pour réduire ces facteurs-là chez les enfants en diminuant les facteurs de nouveauté ou d'imprévisibilité pour les enfants. C'est ce qui va faire justement, s'ils sont capables de sentir qu'ils ont un peu plus de contrôle ou que ce n'est pas des situations à chaque fois nouvelles ou imprévisibles, ça va vraiment augmenter, c'est ça, leur sentiment de contrôle et réduire le stress. Donc déjà, on a une première stratégie pour vous les parents. Avant qu'on aille plus loin, je veux m'assurer de mentionner aussi que tout ce qu'on mentionne, tout ce qu'on discute aujourd'hui, évidemment, on vise le stress chez les enfants et les stratégies, mais c'est la même réalité pour les adultes. Alors, qui sait, peut-être qu'il y a des choses qui pourront vous être utiles aussi, comme parents, comme adultes, comme professionnels. On en vit tous du stress, alors ça peut peut-être vous aider. Alors, pour la première illustration, ça ressemble à la boule de neige que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on peut ressentir le stress, si on peut l'illustrer de cette façon-là. Ça, c'est comme si la façon qu'on se sent à l'intérieur ou que notre enfant pourrait se sentir à l'intérieur, c'est ici qu'on brasserait un petit peu ce petit bocal plein de brillant. Puis on ressent un peu,
on se sent un peu comme tout partout, peut-être mélangé, surpassé par la situation. Puis tout au long de la présentation, on va revenir avec les stratégies de stress, mais c'est que quand on se sent un peu comme ça, ben on ressent aussi le besoin d'aller chercher le calme à l'intérieur. Donc, on espère qu'avec nos stratégies, on va être capable de vraiment vous apporter ou vous donner des outils qui vont vous aider à aller rechercher le calme intérieur qui va nous permettre d'avoir une meilleure, des meilleures peut-être solutions, de trouver des meilleures solutions, peut-être même d'être capable de prendre une pause du stress qu'on vit pour être capable de retrouver le bien-être intérieur. Donc, juste une petite illustration pour qui nous facilite à expliquer un peu le stress qu'on ressent à l'intérieur de nous. Exactement. Merci, Sophie. Alors, le stress, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui peut causer du stress? Ça pourrait être une menace, ça pourrait être des inquiétudes. Des fois, ça va être aussi un événement palpitant, quelque chose qui est vraiment excitant, mais qui peut causer du stress. Aussi, ça nous arrive aussi. Ça peut être une peur, un défi. Donc, comme vous pouvez imaginer, le stress peut provenir d'une situation réelle ou imaginaire. Ça peut être sain ou malsain. Donc, par exemple, si je rencontre un ours, nous, on est dans le nord de l'Ontario, alors ça nous arrive. Si je rencontre un ours, c'est une menace réelle. Je vais avoir une réaction de stress qui peut sauver ma vie. Par contre, si je rencontre une araignée, je vais peut-être avoir la même réaction de stress, mais là, ça serait pour une menace perçue. Parce qu'évidemment, bon, au Canada, les araignées qui sont réellement dangereuses, c'est plutôt rare. Mais ça pourrait quand même provoquer une réaction de stress. On sait que beaucoup de personnes ont peur des araignées. Alors, un enfant peut aussi vivre une situation qui perçoit comme menaçante. Par exemple, une présentation orale, un test, un examen, une dispute avec un membre de sa famille, peut-être qu'il craint d'être en retard, peut-être qu'il y a un horaire très chargé, des conflits avec des amis, un déménagement. Alors, ça va beaucoup être, dans ces cas-là, sa perception qui va influencer aussi son sentiment de stress ou pas. On indiquait aussi que le stress peut être sain ou malsain parce que, de la même façon, si on se sent un peu stressé pour, par exemple, surmonter un défi ou avant un événement palpitant, une fête ou quelque chose comme ça peut être bénéfique, là. Avant un test, un examen, un récital de violon, un tournoi de hockey, ça pourrait vraiment nous aider à performer. Alors que si on vit constamment cet état de stress-là, là, ça pourrait être nuisible pour la famille, nuisible pour notre santé. Donc, imaginons quelqu'un qui a un proche malade ou qui vit dans une famille où il y a constamment des conflits, de la chicane ou de la violence. Là, on pourrait parler d'un stress plus dangereux. Alors, pour continuer avec le stress et vous donner un petit peu plus d'informations, on va visionner une courte vidéo qui est tirée du programme des leçons sur le stress qui vient de la Fondation de psychologie du Canada. Alors, je pars l'enregistrement. Nathalie, si je te vois à mon écran, si tu veux juste me faire un petit pouce quand ça commence pour me confirmer que le visionnement et le son fonctionnent bien. Tout le monde a besoin d'un peu de stress dans sa vie pour performer. Pense à un instrument de musique qui n'a pas assez de tension. Il perd facilement la note. Mais trop de stress ou de tension et la corde peut claquer. C'est la même chose pour notre corps. Le truc est de bien contrôler et équilibrer son stress. Mais qu'est-ce que le stress après tout? Comment affecte-t-il ton corps et ton esprit? Comment le gérer? Regardons l'intérieur du corps humain pour que tu puisses voir exactement à quoi le stress ressemble. Premièrement, le stress commence par un sentiment et une réaction à certaines situations. C'est la façon pour ton corps de te tenir en alerte et de te préparer à relever un défi. Le stress peut se manifester par des papillons dans l'estomac, de l'inquiétude, une humeur grognonne, un mal de tête, une difficulté à se concentrer, une irritabilité. Disons que tu te prépares à un examen important. Tu peux penser que le stress est tout dans ta tête,
Mais non, la recherche démontre que tout ton corps peut être affecté par le stress. Regardons ça de plus près. Lorsque tu te retrouves dans une situation de stress ou que tu perçois une menace, l'hypothalamus, une petite région située à la base du cerveau, déclenche un système d'alarme dans ton corps. Grâce à une combinaison de signaux nerveux et hormonaux, ce système alerte les glandes surrénales qui sont situées au-dessus de tes reins, les incitant à libérer des hormones incluant l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline augmente ton rythme cardiaque et ta pression sanguine et te donne une bouffée d'énergie. Le cortisol, la principale hormone du stress, augmente le taux de glucose ou sucre dans le sang. Cette réaction naturelle est appelée réponse au stress et elle peut grandement aider dans une situation critique, comme quand un chauffeur ou un cycliste doit appuyer rapidement sur les freins. Toutes ces réactions au stress augmentent la capacité d'un individu à bien performer sous pression. Lorsqu'elle est plus légère ou bien gérée, la réponse au stress peut t'aider à mieux te concentrer et à offrir une meilleure performance lors d'un récital, d'un événement sportif ou d'un examen. Le problème, c'est que le corps ne sait pas toujours comment revenir à la normale. Et à long terme, si ton corps et ton esprit sont toujours tendus, tu pourrais avoir des problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est que tu as beaucoup de contrôle sur le stress. Et si tu prends conscience de ce qui te stresse, tu peux élaborer un plan de gestion de ce stress et le mettre en œuvre. Mais comment passer à une réponse de relaxation? Passe une bonne nuit de sommeil. Excellent. J'arrête la vidéo ici. Je ne veux pas qu'on passe tout notre temps de présentation là-dessus. Donc, je vous mentionne encore une fois, vous allez avoir le lien à la vidéo. Les ressources qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des choses que vous pouvez regarder avec vos enfants pour leur expliquer le stress, parce que le plus ils vont le comprendre, le mieux ils vont être capables de le gérer. Alors, on a utilisé vraiment les ressources pour vous expliquer à vous, mais qui pourraient très bien être appropriées pour les enfants. Alors, comme on a vu dans la vidéo, le stress a des effets bénéfiques, mais peut aussi être plus dommageable. Alors, c'est vraiment important de garder en tête qu'il peut avoir du bon stress. Alors, comme on a dit, ça va nous aider à performer. Ça pourrait être de faire des nouvelles rencontres ou avant, justement, là, un événement sportif, un concert, un examen, des choses comme ça. Le bon stress va nous aider à bâtir notre résilience, va nous permettre de développer nos compétences, notre estime de soi, de nous sentir en confiance qu'on est capable de surmonter le prochain obstacle qu'on va rencontrer. On ne veut quand même pas négliger qu'il peut y avoir du mauvais stress. C'est là où ça serait, bon, exemple, un décès dans la famille, de la maladie, un sinistre, un feu, bon, une catastrophe naturelle, des choses comme ça. Évidemment, ce sont des événements généralement sur lesquels on n'a pas d'emprise, on n'a pas de contrôle. Par contre, ce qui va faire une grosse différence dans le vécu de l'enfant, c'est vraiment la présence d'un adulte bienveillant, les parents, la famille, qui vont pouvoir offrir un appui émotionnel pour aider l'enfant justement à gérer le stress et à bâtir sa résilience. Puis on va y revenir dans quelques minutes aussi, comment on peut être cet adulte bienveillant. Regardons sans plus tarder à quoi peuvent ressembler les signes et symptômes, parce que ce n'est pas toujours facile nécessairement de détecter un enfant qui est stressé. Ça peut être différent de chez un adulte. On pourrait voir certains changements de comportement temporaires, par exemple des sautes d'humeur, des gestes dérangeants. On pourrait voir des habitudes de sommeil qui sont modifiées. Ça pourrait être des indices. C'est de la difficulté à s'endormir ou se réveiller dans la nuit. Certains enfants vont avoir plutôt des symptômes de nature physique, mal au ventre, mal à la tête. On va voir peut-être des difficultés de concentration, des difficultés à faire les travaux scolaires. Il y en a d'autres qui vont peut-être aller plus se retirer ou vouloir passer du temps seul, s'éloigner de leurs amis. Donc, c'est important de expliquer à nos enfants pour les aider à identifier c'est quoi ses propres signes et symptômes de stress. Alors, un petit visuel ici pour que vous pouvez regarder aussi avec les enfants. Donc, on parle, ça peut être des maux de tête. On le sait, hein, des fois, nous, on va se sentir rougir, là, on dirait la chaleur monter dans le visage. On va sentir de la tension dans nos muscles, le cœur qui débat.
On va voir aussi chez des enfants des effets plutôt somatiques, là, dans le sens où on pourrait voir comme s'ils ont déjà des problèmes de peau, on pourrait voir l'eczéma qui revient, ou même l'urticaire, ou s'il y en a qui font de l'asthme ou des allergies ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est les conditions auto-immunes, on pourrait voir une hausse. On va voir évidemment tout ce qui est maux de ventre, nausées, même de la diarrhée. C'est des symptômes physiques qu'on pourrait voir en lien avec le stress. On pourrait voir aussi des changements de comportement. Alors, ça, c'est pas à négliger. Colère, irritabilité, ça, on peut le voir. Puis des enfants qui fonctionnaient bien, et puis soudainement, qu'on nous dit là, à l'école que ça ne fonctionne pas, qui ont, ouais, c'est ça, des crises, ou que vous observez, il y a peut-être quelque chose en arrière. Faut oublier de regarder, s'assurer que le sommeil est toujours bon. On pourrait voir, c'est ça, des difficultés de concentration. Peut-être un enfant qui refuse d'aller à l'école, qui veut vraiment rester avec maman, papa à la maison pour être un signe. Des réactions très intenses, des pleurs à des choses qu'on dit, mais il me semble qu'on ne peut pas s'attendre à ça. J'ai envie de vous donner juste un petit exemple même pour ça. Bon, je suis parent moi aussi, et puis mon enfant devait, qui est maintenant adolescent, là, mais devait se rendre à quelque part en bicyclette. Et puis, il n'était jamais allé là. Et quand là, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il se rende en bicyclette, il était complètement déboussolé. Et puis, c'était vraiment justement ce facteur-là de nouveauté puis d'imprévisibilité. Puis, une fois qu'on a regardé, pour qu'on a pu répondre à ces questions comme par où je vais passer, où est-ce que je vais verrouiller ma bicyclette, où est-ce que je vais mettre mon casque quand je vais arriver? La réaction de stress a vraiment réduit de beaucoup. Et puis là, il se sentait plus en mesure d'affronter la situation. Alors, ça vous donne un aperçu ici des signes et symptômes. Un petit outil que j'aime beaucoup, qu'on utilise dans les écoles pour aider l'enfant justement à identifier comment il se sent. Alors, on a les petits visages Lego qui identifient les différentes émotions. Donc, vous pouvez aider l'enfant à identifier comment il se sent. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est en colère? Avec le petit thermomètre, on peut identifier l'intensité de l'émotion qu'il vit, un petit peu ou beaucoup. Et puis, il peut même essayer de regarder dans son corps où est-ce qu'il ressent. Alors ça peut être une façon d'aider à l'enfant justement à faire le lien avec qu'est-ce qu'il vit, mettre des mots là-dessus, puis d'identifier qu'est-ce qui le chicote, qu'est-ce qui lui cause du stress. Donc, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider nos enfants? Alors, il y a des stratégies des choses qu'on peut faire vraiment en prévention pour que l'enfant se sente mieux outillé. Donc, avoir des routines régulières, c'est vraiment pas à négliger. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'avoir un sentiment de contrôle sur les situations. Parce que, comme on a dit, le fait de ne pas se sentir en contrôle est vraiment un facteur important du stress. Donc, les routines vont lui permettre de savoir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer dans sa journée. Ça lui donne un sentiment de sécurité, puis ça va vraiment réduire son stress. Le sommeil, on le sait tous, là. Un enfant qui n'a pas bien dormi, on sait à quoi ça peut ressembler. Alors, c'est un facteur vraiment qui n'est pas à négliger, parce que le manque de sommeil peut réduire sa capacité de faire face aux situations et d'aller chercher justement ses outils et ses capacités de résolution de problèmes. L'activité physique, c'est toujours bon, c'est bon pour tout le monde, ça va aider à se réguler et puis à réduire, à mitiger même les effets du stress. Le fait d'être présent, disponible à l'écoute pour son enfant. Apprendre à son enfant à reconnaître les émotions. On a ajouté une petite ressource aussi qui peut vous aider là, comme parent à explorer les émotions avec vos enfants. Et puis, je pense que c'est quelque chose aussi que la conférencière ce matin a probablement abordé avec vous. Et l'autre chose sur laquelle on va aller un peu plus en détail, c'est que si on voit que notre enfant est en train de réagir au stress, qu'il commence à devenir plus agité, on voit peut-être une petite crise qui commence là, qu'il est moins bien régulé, on veut calmer la réponse au stress avant d'intervenir. Alors, pour bien comprendre ça, on regarde une autre petite vidéo qui s'appelle « Le cerveau dans la main ». Ferme ton poing. Imagine que ta main représente ton cerveau.
La partie haute de ton cerveau est l'endroit où tu prends les bonnes décisions, même lorsque tu es en colère ou que tu as très peur. Maintenant, relève un peu tes doigts. Tu vois ton pouce? Il représente ton cerveau d'en bas. C'est de là que viennent les émotions les plus fortes. Il te permet aussi de faire attention aux autres, de ressentir de l'amour et d'éprouver de la colère ou de l'insatisfaction. Tu vois, si tu replies les doigts, la partie haute de ton cerveau, l'endroit où tu penses, touche ton pouce, comme ça. Elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. Parfois, quand l'émotion est trop grande, tu peux piquer une crise. Déplie entièrement tes doigts, comme ceci. Ton cerveau d'en haut ne touche plus ton cerveau d'en bas. Cela signifie qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ton cerveau. Regarde ce qui est arrivé à Léo quand sa petite sœur a cassé sa tour en Lego. Il a piqué une crise et a voulu lui hurler dessus. Mais les parents de Léo lui avaient parlé des crises. Ils lui avaient expliqué que son cerveau du haut pouvait apaiser celui d'en bas. Léo était toujours en colère, mais au lieu de crier après sa sœur, il a réussi à lui dire pourquoi il était fâché et a demandé à ses parents de la faire sortir de sa chambre. Donc, la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, imite ton cerveau avec ta main. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un point pour te battre. C'est juste une image de ton cerveau. Déplie les doigts, puis replie-les lentement pour qu'ils recouvrent ton pouce. Cela te rappellera d'utiliser ton cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de ton cerveau du bas. Alors, comme on l'a vu, c'est vraiment important d'aider notre enfant à revenir au calme pour qu'il puisse avoir accès à ses fonctions exécutives, à ses capacités de résolution de problèmes. Notre cerveau va réagir au stress, à l'anxiété pour nous protéger. C'est là où on va voir des réponses de survie, comme réponse de lutte, de fuite ou de figé, fight, flight or freeze, qu'on entend souvent. Donc, c'est vraiment des réponses automatiques de survie, là. Ça vient de nos instincts plus primitifs. C'est là où on va répondre à une menace perçue ou bien au facteur qui a déclenché l'émotion. Lorsque le cerveau, justement, émotionnel est trop activé puis qu'il se décroche, notre capacité à raisonner, à utiliser nos habiletés de résolution de problèmes n'est plus là. On n'est plus capable, justement, d'aller chercher des solutions, d'aller gérer les impulsions, de planifier. Donc, on a besoin d'enseigner aux enfants des stratégies qui vont permettre au cerveau de se calmer pour avoir accès, justement, à nos stratégies pour résoudre les problèmes puis réfléchir. Donc, la première compétence qu'on a besoin d'enseigner à nos enfants, ça va être justement de nommer les émotions qu'ils vivent. Donc, on peut observer justement comment on se sent dans notre corps, c'est quoi les comportements, les pensées. Alors, de le nommer pour l'enfant va vraiment l'aider à l'identifier et même à apprivoiser qu'est-ce qu'il est en train de vivre. On entend des fois « name it to tame it ». Puis c'est vraiment avec la présence d'un adulte bienveillant qui va aider l'enfant à se calmer par sa présence, par son écoute, qui va justement avoir cet effet-là. L'adulte va modeler le calme et aider l'enfant. C'est vraiment la même chose qu'on fait là, quand nos enfants étaient bébés. On les prenait dans nos bras quand ils pleuraient, hein, puis on les consolait comme ça. Et juste cette douceur-là, cette chaleur, ce contact-là, les aidait à se réguler et à se calmer. C'est la même chose dont les enfants ont besoin pour justement se donner la permission de vivre les émotions, mais de mieux les comprendre pour les apprivoiser, justement. Alors, c'est ce qu'on appelle tout ça la co-régulation entre le parent et l'enfant. Donc, on veut modeler la régulation émotionnelle à l'enfant. Alors, n'oubliez pas, si on veut modeler le calme, nous-mêmes, on doit s'assurer d'être calme. Alors, des fois, ça se peut qu'on a besoin de prendre un petit pas de côté puis une couple de grandes respirations avant d'aller intervenir. Donc, on veut être calme pour qu'il puisse reproduire. On veut essayer justement de se synchroniser avec l'enfant. Donc, on peut même aller matcher notre respiration
même aller faire le miroir de l'émotion. Imaginons un enfant qui pleure, puis qu'on lui dit « Je vois que tu es vraiment triste. » Alors mon visage aussi va faire la tristesse. Ou si on voit qu'il est en colère, « Oh, je le vois, tu es très fâché. » Peut-être que mon ton de voix va s'approcher plus aussi. Alors, c'est là où on va vraiment se synchroniser puis faire le miroir de ce qu'on voit, qui va aider justement à co-réguler, à avoir une connexion, puis ensuite, on va pouvoir aider l'enfant à se ramener au niveau de calme avec des respirations profondes, en étant proche, pour justement l'aider à s'auto-réguler. Donc, on va le co-réguler avec, et éventuellement, ça va lui permettre de bâtir sa capacité pour se réguler soi-même. Alors, ça vous donne une bonne idée, une bonne mise en contexte. Maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va rentrer encore plus en détail dans des stratégies spécifiques que vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Donc, au niveau des stratégies, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de 4 différents types de stratégies qui pourraient vraiment aider vos enfants dans la gestion de son stress. Donc, pour commencer, ça va être la relaxation, les activités de distraction, la résolution de problèmes. Donc aussi, pas seulement faire des stratégies, mais lui apprendre des nouvelles compétences pour qu'il soit capable de l'appliquer dans les différentes situations qu'il va vivre et changer ses pensées. Si vous voyez, j'ai mon petite étoile orange à côté qui rappelle l'importance de la pratique de stratégie, même quand on n'en ressent pas le besoin. Donc, il y a vraiment des bienfaits à pratiquer nos stratégies le plus souvent possible et surtout quand on est dans un état calme. Comme ça, on est capable de vraiment la pratiquer, la maîtriser, puis ça facilite l'utilisation quand on ressent vraiment le stress. Donc, pour la prochaine, on a ajouté un bingo. C'est un exemple parmi plein d'autres exemples que vous pouvez retrouver. La raison pour laquelle qu'on vous présente le bingo, c'est que on aime, surtout quand c'est avec les enfants, mais même avec nous, ça nous motive quand on le rend plus plaisant, agréable. Donc, le bingo pourrait permettre un jeu de pratique, de stratégie quand on n'en a pas de besoin. Donc, on pourrait créer notre propre carte de bingo avec les stratégies. C'est important aussi d'aller avec l'intérêt de nos enfants, ce qu'ils aiment. C'est correct d'essayer des nouvelles stratégies aussi. Donc, ça serait de créer une carte de bingo avec notre enfant. Et puis, par la suite, se donner des buts. Comment est-ce qu'on va se donner, je sais pas, le mois de mai pour faire une ligne ou pour faire les 4 coins ou peu importe, là. Donc, se donner des défis, puis même quand on ne ressent pas le besoin, ça va faciliter la pratique des stratégies. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, il y a un deuxième exemple. Ah, OK, donc ça, c'est un exemple. Et puis, mon petit poisson, ici, c'est une technique d'impact de Mme Dany Beaulieu que j'aime beaucoup. Et puis, ce que ça dit ici, Mme Beaulieu présente l'importance de la relaxation en disant que est-ce qu'un poisson rouge vivrait dans l'eau de Javel? Effectivement, non. Donc, c'est la même chose pour le stress ou l'anxiété. L'anxiété ne vit pas dans un corps calme. Donc, plus que je pratique mes stratégies calmes ou de relaxation, plus que mon corps est dans un état calme, alors moins que je vais ressentir l'anxiété ou le stress. Cette petite vidéo-là aussi, où ce qu'elle explique ce concept-là, est disponible gratuitement sur son site Internet. Donc, c'est quelque chose que si vous avez le goût d'aller explorer, c'est disponible gratuitement sur son site Internet. Donc, ici, encore une fois, on a ajouté plusieurs petites vidéos qui sont disponibles gratuitement. La première, c'est une vidéo on a parlé tantôt des leçons sur le stress. Donc, c'est une vidéo disponible des leçons sur le stress qui vraiment, c'est un bon 12 minutes, si je me trompe pas. Et puis, ça permet de pratiquer différentes choses comme la respiration profonde, la relaxation des muscles, puis ça vous guide, puis vous et votre enfant là, à la pratiquer et la mettre en pratique.
La respiration et la visualisation aussi. Il y a différentes stratégies qui est possible de faire. Puis même juste de prendre, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais on veut retrouver un état calme. Donc, ça pourrait être simplement de juste, avec votre enfant, de penser à un endroit où ce qui se sent bien, où ce qui se sent le plus calme, puis de vraiment là, avoir l'image dans ta tête, là. Disons que je suis sur la plage, essayer d'imaginer le son des vagues, le sable qui est chaud, donc de vraiment apporter notre enfant dans un état comme ça. J'ai aussi le tapotement puis on a des méditations aussi de calme et attentif comme une grenouille qui sont disponibles gratuitement. Le Mindmaster, il y a la fameuse technique du spaghetti que j'adore et qui est beaucoup aimée des enfants avec qui c'est ça, je travaille. Et puis, c'est vraiment de faire le spaghetti dur là, pour avoir des muscles vraiment, vraiment raides. Et puis ensuite, de pratiquer le spaghetti mou pour faire vraiment le relâche du stress et des émotions. Et le tapotement tonique, une autre stratégie qui est très, très, très populaire avec les enfants, c'est de faire des petits, je veux pas dire des petites tapes, là, mais des petits touchés sur notre bras en pratiquant soit en comptant ou en pratiquant peut-être les voyelles. Donc, ça serait de faire comme par exemple, si on l'utilise pour compter, ça serait 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On répéterait ça 3 fois et ensuite on va au niveau des jambes. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Cette vidéo-là aussi est disponible gratuitement et elle vient de Génération IPC. Elle démontre la technique, comment le faire. Donc, c'est des petites techniques que les enfants aiment. Ça leur permet de bouger et puis ça leur met vraiment le concret aussi, euh, des techniques concrètes là, qu'ils adorent. Oh. Maintenant, au niveau de la respiration, donc il y a différentes choses. Moi, j'aime beaucoup utiliser le visuel quand je travaille. Je trouve que ça met un visuel, mais ça l'explique aussi le concept derrière. Tu sais, des fois, on demande respire, respire, ça te fait du bien, mais pourquoi? Donc, je trouve en utilisant le visuel, ça donne vraiment un peu plus une explication pour aux enfants. Donc, en utilisant une balle, donc, c'est vraiment de... Puis on a parlé aussi de le co-apaisement. Donc, en le faisant avec eux, ça modélise et ça leur permet de se sentir appuyés dans l'utilisation de leur stratégie. Donc, c'est vraiment de démontrer que quand on inspire, donc on remplit notre ventre et on peut retenir un petit peu en expirer. Donc, ça fait vraiment un visuel de quoi que notre ventre devrait avoir l'air quand on inspire et expire. Et puis, en même temps, si on le fait comme lentement, ben l'enfant, il sait, parce que souvent, on est porté à faire... Donc, mais les bienfaits sont vraiment dans le relax, dans la respiration lente. Donc, en montrant le visuel, ils savent que la boule est pas en train de, tu sais, de grossir rapidement, là. Donc, ça fait vraiment, puis ils peuvent suivre le rythme de la boule en même temps, en le faisant. Donc, ça, c'en est une que j'aime beaucoup. Ensuite, le beau temps arrive, puis les enfants aiment les petits jeux. Donc, ça aussi, c'est une autre. Ce que j'aime expliquer, c'est que le but, ça serait de faire tourner mon vire-vent le plus lentement possible. Donc, ce qui permet de relâcher ma respiration le plus lentement possible. Donc, on inspire lentement. Donc, ils vont vraiment relâcher lentement pour essayer de faire retourner le vire-vent le plus lentement possible. Et un autre aussi qui aime beaucoup, c'est les bulles. Donc, ce serait le même principe de vraiment leur demander d'inspirer et de faire des bulles avec l'expiration. Puis, ce qui est le fun, c'est que souvent, si on expire trop vite, ça fonctionne pas. Les bulles sortent pas. Fait qu'en vraiment utilisant une expiration lente, les bulles, ça fait des belles bulles. Donc, c'est ça. C'est plaisant, puis c'est une façon plus concrète de leur démontrer. Puis, comme qu'on a parlé tantôt, la pratique est très, très importante. Donc, c'est pendant qu'ils jouent dehors, font des bulles, on est capable de démontrer une habileté, puis pratiquer une habileté essentielle à la gestion du stress.
Si je peux me permettre d'ajouter un autre exemple, Sophie, même parfois avant de se coucher, par exemple, les enfants ils ont joué, là, sont un peu énervés, c'est une très bonne occasion de pratique. Ils pourraient même, quand ils sont couchés, mettre un petit toutou sur leur ventre, puis pratiquer la respiration profonde, puis ils sont capables de voir le petit toutou qui bouge à mesure que le ventre gonfle. Alors peut-être qu'il a besoin de bercer son petit toutou avant d'aller faire dodo. Ça peut être une bonne façon. Et puis, bon, il y a plusieurs qui sont des vidéos. Avec MindMaster, il y a des vidéos, mais il y a aussi des bandes audio, alors qui peuvent même être mis comme dans la chambre de l'enfant, que c'est quelque chose qu'il peut écouter. C'est vraiment des relaxations guidées, des méditations, mais axées pour les enfants. Alors, ça peut, ouais, être un exemple. Merci, Marie. Je te laisse continuer, Sophie. Donc, la prochaine, c'est une autre technique de respiration. Celle-là aussi, je l'aime parce que souvent, je la présente en disant que c'est quelque chose qui est disponible partout. Puis là, comme je mets un petit peu de scénario en disant, tu sais, si t'es à l'épicerie, tu peux l'utiliser. Si t'es dans le salon, tu peux l'utiliser. Si t'es dans ta chambre, tu peux l'utiliser. Si t'es à l'école, tu peux l'utiliser. Donc, on met un petit peu de contexte comme ça fait rigolo un peu. Puis ensuite, ben, on le pratique. Puis même, aussi, dépendant, je l'ai aussi expliqué si on a des enfants qui aiment beaucoup les petites voitures, que le doigt, c'est comme une petite voiture qui monte une côte puis qui descend. Donc, en montant, on inspire et on expire en descendant. Puis, il peut même avoir des arrêts dans notre trajet. Donc, un arrêt pour vraiment la rétention de la respiration. Puis ensuite, on continue, on inspire, on arrête et on expire. Puis j'aime celle-là parce qu'elle permet de respirer pas seulement 1 ou 2 fois, mais vraiment 5 fois, qui augmente les bienfaits de la respiration. Ici, au niveau des stratégies de distraction, c'est vraiment de trouver des activités qu'on aime, puis qui nous fait vraiment du bien, qui nous permet de relaxer, de lâcher prise, de changer les idées. Donc, tout ce que vous faites déjà qui vous font du bien, c'est excellent. Ici, c'est seulement 2 petits tableaux pour vous donner d'autres idées. Ou si vous avez même le goût d'essayer quelque chose d'autre. Donc, des fois, peut-être c'est des choses qu'on n'a jamais essayées, puis on dit, écoute, j'ai le goût du nouveau, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau, donc je vais essayer une nouvelle stratégie. Puis encore une fois, on a l'auto-soin de 30 jours, donc ça pourrait être de créer un défi 30 jours avec votre famille, avec vos enfants, puis dire, à tous les jours, on va faire un petit quelque chose pour prendre soin de soi, retrouver un état calme ou de bien-être. Donc, c'est d'essayer de rendre ça plaisant et amusant pour tout le monde. Ici, une autre stratégie un peu de distraction qui vient répondre aux 5 sens. Donc, c'est souvent nomme 5 choses que tu vois, que tu peux toucher. Donc, tu vas vraiment aller avec tous les 5 sens. Des fois, ils disent, ben, j'ai pas 2 choses que je peux sentir, donc j'essaie d'aller les guider en disant qu'est-ce que tu aimes, comme c'est quoi ton odeur préférée, puis même d'utiliser l'imagination, mais aussi la visualisation. Donc, imagine-toi en train de manger là, je sais pas, ce bon gâteau au chocolat, donc ça utilise une autre stratégie en même temps. Puis pour le goût, même chose. Donc, si tu peux pas goûter rien en ce moment, ben c'est quoi la chose que tu aimes le plus manger ou goûter? Puis tu peux t'imaginer en train de manger ton bon gâteau au chocolat, là. C'est réconfortant. Au niveau de la résolution de problèmes, ben, la résolution de problèmes, elle a des bienfaits. Elle permet aux enfants de vraiment identifier c'est quoi le problème, mais aussi c'est quoi la cause. Ensuite, de faire vraiment un inventaire de toutes les solutions possibles, même si nous, en tant que parents, on pense que c'est pas la meilleure, mais quand même de donner la chance à votre enfant de développer justement son sens critique, puis d'être capable, puis son autonomie pour être capable de vraiment évaluer c'est quoi la bonne solution. Donc, on fait vraiment un inventaire de toutes les solutions qu'on peut penser. Et puis ensuite, c'est là où on guide notre enfant à aller regarder chaque solution qui a été mentionnée, puis dire, c'est que ce serait quoi les avantages, les inconvénients d'utiliser cette stratégie, cette solution-là, et pour l'apporter à développer
vraiment des habiletés, plus au niveau de trouver ce serait quoi la meilleure solution dans cette situation-là. Puis mettre un plan en action par la suite. Une fois que la solution est choisie, comme comment qu'on fait pour la mettre en pratique par la suite. Ça aussi, ça l'aide à l'enfant à acquérir de bonnes habiletés qu'il est capable d'utiliser dans divers contextes par la suite, si qu'il vit autre chose ou dans différentes situations. Puis les prochaines diapositives vont nous expliquer différentes façons qu'on peut l'utiliser. Celle-ci, je l'aime parce que c'est vraiment les lumières de circulation. On en voit probablement tous les jours, dépendant dans quel milieu qu'on vit, dans quelle ville qu'on vit. Mais ce que ça dit, c'est que ça l'aide aux enfants que quand c'est une lumière rouge, il faut arrêter. Donc, si on vit une situation, on arrête. On peut penser au niveau de nos sentiments, on peut penser de réfléchir aussi à la situation. Puis c'est vraiment, en arrêtant, c'est là où ce que on doit, comme on se dirige à la lumière jaune pour vraiment être capable de ralentir. Donc, ralentir qui peut être de soit utiliser nos stratégies pour retourner vraiment à un état calme. Et c'est au niveau de la lumière jaune ce qu'on ferait, c'est que là, on ferait vraiment un inventaire de solutions, on réfléchirait à tout. Puis une fois que on a fait ça, là, on serait prêt à aller à la lumière verte, qui est d'appliquer la stratégie. Aussi, comme la lumière, on sait que quand on est calme, qu'on est capable de on est capable de plus s'exprimer, de trouver des meilleures solutions. Donc, en faisant vraiment l'arrêt, la pause, puis en utilisant nos stratégies pour vraiment revenir au calme, ça va vous permettre de faire un travail de résolution de problème. Donc, comme on dit, on peut enseigner, on guider notre enfant à travers chaque étape, puis aussi on pourrait afficher des visuels de lumière de circulation à la maison pour des rappels des stratégies. Ici, on a aussi juste une roue qui pourrait aussi être affichée à la maison, qui parle des différentes étapes. Donc, c'est quoi? Donc, c'est quoi le problème? Comment ça se passe? Pourquoi? Donc, les émotions, c'est quoi mes besoins? Là, maintenant, je peux exprimer mes émotions, comment je me suis sentie, puis pourquoi je me suis sentie comme ça. Trouver des solutions, puis par la suite, mettre le plan d'action. Donc, encore un autre visuel qui pourrait être utile. Une autre façon que j'aime beaucoup utiliser aussi la résolution de problèmes, c'est avec le fameux coin-coin. Je ne sais pas si vous connaissez le coin-coin, mais c'est un petit jeu euh, facile à faire avec les enfants. Et puis, ce que ça permet, c'est la pratique aussi de différents scénarios et l'utilisation de stratégies. Donc, chacun aurait son coin-coin. On écrit les chiffres. Donc, avec notre enfant, moi, je pourrais en faire un, mon enfant pourrait en faire, ou même si on a plusieurs enfants, ils peuvent jouer ensemble. Ensuite, ils font le coin-coin. À l'intérieur, c'est vraiment des situations qui peuvent être stressantes pour eux. Donc, par exemple, ça pourrait être un test, une dispute avec un ami, trop de devoirs, être en retard. Donc, peu importe ce qui cause du stress. Et puis, à l'intérieur de ça, on pourrait énumérer différentes solutions possibles ou si on sait que ça, c'est une situation qui aide quand on vit la situation, donc ça serait d'écrire la solution. Puis en jouant, ben on apprend qu'on n'est pas seul, souvent, qui vit du stress. Et peut-être qu'on peut aussi apprendre différentes stratégies. Ah, ça, c'est quelque chose qui t'aide. Moi, j'ai jamais essayé ça, je vais essayer. Donc, ça fait vraiment une validation, mais aussi un travail d'équipe dans la recherche de solutions possibles ou de stratégies possibles. Oui, ici, c'est des questions qui, dans le fond, qui englobent tout le processus de résolution de problèmes. Donc, c'est quoi le problème que tu veux résoudre? Donc, ce sera des questions, dans le fond, que vous pourriez explorer avec votre enfant. Donc, comment ce problème te fait-il sentir? C'est quoi l'aspect que tu as le contrôle? Puis bientôt, tantôt, on va voir une image aussi qui va vraiment expliquer quelque chose d'autre que vous pouvez faire à votre enfant pour vraiment expliquer les choses dont j'ai le contrôle et les choses que je ne peux pas contrôler. Puis, donc, on dit que c'est sur quoi j'ai le contrôle face à ce problème-là et c'est quoi que je n'ai pas le contrôle. C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? C'est quoi la meilleure?
Donc, et ça continue comme ça, là. Est-ce que tu as des façons de trouver le problème? C'est quoi la solution que tu aimerais essayer? À qui tu peux demander de l'aide? Tu sais, aussi savoir qu'on n'est pas seul là-dedans, là. C'est qui les gens de confiance qui alentour de toi? Puis, ensuite, vous pouvez même continuer le processus de résolution de problème en vraiment faire une évaluation du résultat. C'était quoi le résultat? Comment que ça l'a... comment c'est allé? Y a-t-il quelque chose que tu aurais pu faire différemment pour la prochaine fois? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Donc, vraiment d'aller explorer le tout qui nous aide avoir, à avoir plus de compétences pour qu'on peut transférer dans d'autres domaines par la suite. Ici, c'est ma fameuse image pour expliquer les choses que je peux contrôler et les choses que je ne peux pas contrôler. Donc, simplement avoir une discussion avec notre enfant de c'est quoi j'ai le contrôle. Puis souvent, les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, c'est là où ce qui est mon pouvoir. Hein? Donc, c'est la façon que je parle, la façon que je m'exprime, les stratégies que je peux utiliser. Donc, ça serait vraiment d'explorer ça à notre enfant. Puis c'est une belle image qui peut aider à mieux comprendre ce concept-là. Au niveau de de changer ses pensées, bien, on sait que nos pensées ont un lien direct sur la façon qu'on se sent, mais aussi sur la façon qu'on agit. Donc, prendre le temps de les identifier puis reconnaître nos pensées, ça peut nous permettre de vraiment prendre conscience des pensées qu'on a, puis souvent, si c'est des pensées négatives, de comment que je peux les changer en positif pour que je puisse me sentir mieux. Puis cette stratégie peut aider aussi certainement à diminuer notre niveau de stress. Donc, on va aller un petit peu plus en détail avec les stratégies. Donc, ici, c'est le fameux triangle qu'on parle. Donc, nos pensées, c'est vraiment à quoi on pense face à la situation. Puis, si nos pensées, souvent, j'aime faire le travail de ce triangle-là en 2 étapes. Donc, on le fait au niveau plus de nos pensées comme la première pensée que j'aurais, donc si c'est un travail de mathématiques puis c'est difficile, disons, ben je pourrais penser c'est trop dur, je suis pas capable, je vais pas réussir, c'est trop long, c'est trop d'efforts. Donc ça serait les premières pensées que j'aurais. Ça serait pas mon comportement. Ben j'ai vraiment pas le goût de le faire. Je vais peut-être le remettre à demain. Je vais peut-être répondre vite les questions juste parce que pour montrer, tu sais, que c'est fait. Puis mes émotions, ben c'est sûr que je vais pas me sentir en confiance, je vais être triste. Donc, je vais peut-être me sentir découragée aussi. Donc là, une fois que j'ai énuméré ça, je vais reprendre un triangle à côté, puis je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour changer ça en positif. Donc là, étant donné que je me sentais comme mon travail de mathématiques, je me sentais découragée, donc je pourrais peut-être dire, ben, je vais faire mon mieux, je vais donner mon 100%, je vais aller chercher l'aide de madame. Donc, j'essaie d'aller chercher des pensées qui vont m'apporter à avoir des meilleures émotions et un meilleur comportement. Donc, si je pense que je suis capable je comprends pas la question, mais je suis capable d'aller chercher l'aide de madame, ben là, mon comportement à ce moment-là, ça va être plus proactif, si je peux dire ça, puis je vais aller voir madame, je vais aller poser des questions. Mon travail va être fait plus complètement. Je vais passer plus de temps sur le travail qui va augmenter mes réussites. Puis mes émotions, ben, je vais me sentir probablement fière, je vais me sentir en confiance, je vais être plus motivée. Donc, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Donc, ici aussi, c'est vraiment au niveau des pensées. Donc, si je m'aperçois que j'ai une pensée comme « Ah, je suis pas bonne, je suis pas capable », donc c'est vraiment d'essayer d'arrêter, donc faire stop au niveau quand on reçoit sa pensée, puis de réfléchir à ce que je dis, puis essayer de vraiment le changer à autre chose. Donc, si c'est « Je suis pas capable, je vais pas réussir », ben là, je vais faire stop, puis je vais dire « OK, je vais faire de mon mieux, je vais donner mon 100%, je vais essayer. » Donc déjà, ça m'aide à vouloir continuer au lieu de me sentir un peu plus découragée parce que je ressens que je suis pas capable. Donc vraiment d'aller essayer. Donc ça, c'est une autre stratégie qui pourrait être utile pour le changement de pensée. Le discours intérieur, là, souvent, c'est ça qui nous joue des tours. Cela ici, c'est une affirmation des 4 doigts. Donc, avec le pouce, c'est de trouver des phrases qui vont me motiver, qui vont m'aider.
et c'est vraiment d'aller les répéter. Donc, pour celle-ci, c'est 4 phrases différentes que je vais me répéter. Donc, je crois en moi, je peux le faire, cette journée sera géniale, je peux être calme. Puis là, tu peux refaire avec ton pouce, là, je suis aimée aujourd'hui. Pour les plus petits, si euh, aussi, ça pourrait être juste une phrase. Et puis, tu peux dire juste comme je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Et puis, Si je peux ouais, ajouter, Sophie, moi, oui. tu vois ce que je fais aussi parfois avec les enfants, on va le faire à 4 doigts, mais avec une seule phrase, où est-ce qu'on fait je crois en moi. Alors, ça peut être une autre façon. Mais c'est que l'idée, ouais, comme tu l'expliques bien, hein, c'est de mettre des idées positives dans notre tête, puis le faire avec les doigts, ça donne juste comme un ancrage, hein, qui permet ouais, pour les enfants de le faire. Exactement. Merci, Marie-Ève. Je te laisse continuer, Sophie. Donc, pour résumer, puis ça, c'est seulement quelques exemples. Il y a sûrement d'autres stratégies, peut-être que vous connaissez déjà, euh, mais ça donne déjà un bon départ aussi. Donc, les stratégies de relaxation, ils peuvent nous aider vraiment à retrouver un état calme. Puis, comme mon petit poisson dans l'eau, là, si mon corps est calme, bien souvent l'anxiété va être moins présente ou pas présente du tout. C'est important de savoir, donc, au niveau, avec les stratégies de résolution de problèmes, de savoir c'est quoi la source du stress. Puis souvent, si on est capable d'aller trouver la solution, ben, de l'appliquer. Donc, déjà, le stress, il va être parti, tu sais, si on est capable de trouver la solution pour l'éliminer. Puis, aussi, l'autre chose, c'est important, si on a des situations où on ne peut pas nécessairement changer la situation, de continuer à prendre soin de soi en faisant des choses qui nous font du bien puis des activités qu'on aime. Donc, on a parlé de différentes choses pour bâtir la résilience parce que c'est vraiment en prenant le temps d'outiller nos enfants à faire face au stress parce que ça va arriver. C'est là où on peut justement leur enseigner toutes les compétences socio-émotionnelles, donc apprendre à reconnaître les émotions, apprendre à utiliser des stratégies pour gérer les émotions. C'est ce qui va permettre aux enfants de voir le stress comme quelque chose qu'ils sont capables de surmonter. Ça va leur permettre de bâtir leur confiance, qu'ils sont capables d'affronter les prochains défis qu'ils vont croiser sur leur route. Parce qu'on le sait, là, pour un petit enfant, le premier stress, c'est peut-être d'aller chez le dentiste, mais on le sait, là, ça va changer quand on va devenir adulte. Alors vraiment de les outiller, c'est comme ça qu'on va bâtir la résilience. C'est en pratiquant d'une façon régulière les différentes stratégies qu'on a présentées aujourd'hui que ça va, oui, permettre aux enfants de mieux gérer leur stress, de mieux gérer toutes les émotions qu'ils vont vivre, mais vraiment de favoriser une bonne santé mentale. C'est comme tout le reste, si on prend des bonnes habitudes en bas âge, ça va durer pour la vie. Prendre soin de son bien-être, c'est important toute la vie. Alors, c'est là-dessus que notre présentation se termine. On tient quand même à vous dire que ce sont des stratégies générales pour des situations de stress, pour aider à gérer les émotions qui surviennent dans la vie de tous les jours. Par contre, si vous essayez ces choses-là et que les difficultés de vos enfants persistent ou sont plus importantes, c'est très important d'aller consulter un professionnel de la santé, votre médecin de famille, pédiatre ou un professionnel de la santé mentale. Alors, on voulait s'assurer de passer ce message-là. Alors, pour la suite de la présentation, vous avez accès à beaucoup de ressources. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre votre téléphone et aller numériser le petit code barre ici. Je vais également le copier dans le chat. C'est vraiment les sondages qu'on a au Céno pour recueillir votre opinion. Je pense qu'il y a 3 ou 4 questions. C'est très court et c'est simplement pour savoir comment vous êtes satisfait de notre présentation aujourd'hui. Alors, merci pour votre attention. Je me tourne vers le chat. Où est-ce qu'on a eu une question? Donc, c'est Mara qui indique qu'elle a son enfant qui a un diagnostic d'anxiété généralisée
Et puis, elle donne l'exemple où il se trouverait dans une situation de panique. Par exemple, s'il voit un insecte. Alors, juste pour être certaine de bien comprendre, est-ce qu'on identifie le moment précis par un état de stress? Dans l'affirmative, quelle est la meilleure action à prendre immédiatement? Je ne suis pas certaine si je comprends bien la question. Ce que j'aurais tendance à dire d'une façon générale, c'est que, bon, si votre enfant vit du stress, oui, Maya, est-ce que, si vous voulez préciser, s'il vous plaît? Oui, vous avez accès à votre micro maintenant, si vous voulez nous expliquer. Aussi. Donc, en fait, justement, il est diagnostiqué pour une anxiété généralisée. Et comme je vous ai donné un exemple, juste une mouche, là, c'est un état de panique. Puis là, ma question, est-ce qu'on identifie cette situation-là, un état de stress ou c'est différent? Et si c'est, ou bien le stress, on l'identifie par rapport au temps qu'un enfant est stressé. C'est-à-dire que ça prend des jours ou peut-être des semaines, comme vous l'avez mentionné, qu'on le voit hyperactif, puis énervé, un comportement qui n'est pas correct. Puis c'est comme ça qu'on identifie le stress. Puis si c'est un état de stress, quelle est l'action qu'il faut prendre sur place? C'est sûr qu'autant parents, on essaie de garder notre calme pour pouvoir, pour être un peu contagieux, je veux dire, pour lui passer ce tempérament plus calme. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seront plus efficaces pour le calmer, puis qu'il reprenne le dessus, puis qu'il reprenne son calme? Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux, est-ce que tu as des suggestions pour madame? Ben, c'est sûr que de façon comme générale, puis comme peut-être quotidienne, comme ce que je dirais, c'est de retourner à la base, de pratiquer. Je ne sais pas si c'est dans ce moment-là, ça pourrait appuyer, mais comme tu sais, de continuer à pratiquer les respirations, puis peut-être de se dire aussi, comme d'avoir un discours positif comme de pratiquer un discours positif quand on voit l'insecte, peut-être. Surtout si on sait que l'insecte n'est pas, disons, là, je sais pour lui, c'est stressant, puis c'est comme j'entends ça, puis comme pour lui, c'est normal, là. C'est un stress qu'il perçoit que l'insecte est, c'est ça. Donc, ce serait peut-être de se dire de se rappeler que l'insecte, elle est petite, comme elle va pas me faire mal. Donc, peut-être avoir un discours positif là-dessus et de pratiquer comme les autres stratégies aussi qu'on a dit là, au niveau de la respiration, ces choses-là. Puis, mais encore aussi important, c'est comme vous avez mentionné, c'est euh, la co-régulation, tu sais, c'est ça, d'appuyer notre enfant là-dedans, de le guider, et puis, c'est ça, de l'aider à pouvoir. Ouais. Oui, j'allais dans le même sens. Puis, Ida aussi qui a levé une question semblable. Comment agir avec un enfant de 4 ans qui est en état de stress à la vue d'un insecte? Et puis, oui, on a tendance à vouloir utiliser les stratégies seulement quand l'enfant est en état de stress. Mais vraiment, dans les écoles, c'est quelque chose sur lequel nous, on met beaucoup l'accent. C'est vraiment important, comme Sophie le disait, de pratiquer ces stratégies-là quand ça va bien, de faire des scénarios pour qu'ils soient prêts. C'est la même chose si je vais faire un concert de piano ou bien que j'ai un match de basketball. Si je n'ai pas pratiqué, la journée même, là, avec le stress et puis le public, l'auditoire, les juges, les arbitres, là, peu importe, on n'y arrivera pas. Alors, il faut le pratiquer quand ça va bien. Alors, de pratiquer ces stratégies-là et puis de ouais, revoir les scénarios, c'est là où ça va permettre à l'enfant
d'accéder à ces stratégies. Donc, quand il va voir l'insecte puis qu'il va devenir comme ça, là, on peut intervenir justement pour dire, tu te souviens, je le vois que tu deviens stressé, là. Je comprends. Tu te souviens qu'est-ce qu'on a discuté? Et là, faire les stratégies avec l'enfant pour revenir à son état de calme. Et là, il va avoir accès à ces stratégies de résolution, à sa raison qui va lui dire, ah oui, c'est vrai, c'est juste un petit insecte, je suis capable, je peux juste m'éloigner. Si c'est, disons, la stratégie que vous avez discutée. Alors, j'espère que ça vous aide et puis que ça va vous donner des outils. Bien, j'aimerais vous remercier, Sophie et Marie-Ève, pour votre belle intervention. J'ai trouvé ça super intéressant. Je retiens plusieurs trucs et astuces aussi pour savoir bien gérer le stress. Je pense un peu à l'intervention que vous avez faite au niveau de augmenter le sentiment de contrôle des enfants, peut permettre aussi à la diminution de leur niveau de stress. Puis je fais le lien avec la conférence de ce matin quand Valérie a proposé que présenter des choix aux enfants peut éviter de faire un peu le style paramur. Donc, ça peut vraiment aider à gérer des situations de stress. J'ai aussi bien apprécié le partage de vos outils et de vos astuces qui permettent aux enfants d'identifier leurs émotions, de préciser l'intensité de l'émotion ainsi que la situation qui a généré le stress. Le tout dans le but de s'auto-réguler pour apprivoiser les émotions et gérer le stress. J'ai bien aimé le concept. Puis j'ai beaucoup aimé aussi là, comment ce que vous avez proposé des techniques très pratico-pratiques de relaxation pour être capable là, de pouvoir apprivoiser les émotions. Puis l'idée d'agir comme modèle en tant que premier éducateur, ça nous revient cette responsabilité de modeler ces bonnes pratiques. Alors, je crois en moi. I love that. Je vais faire certaine de m'en servir moi aussi dans le futur. Fait que merci beaucoup de votre intervention. On adore travailler avec le CENO. Alors, à ce point-ci, je vais un peu faire la clôture de notre beau congrès. Je vais prononcer le mot de la fin. Alors, le rayonnement grandissant de notre réseau est incontestable. Ensemble, nous avons témoigné lors de ce congrès de la puissance de l'engagement parental et de sa capacité à transformer nos écoles et nos communautés parentales qui sont diversifiées. En tant que parents qui sont partenaires dans l'éducation de nos enfants, nous nous engageons à poursuivre cette dynamique positive et à renforcer encore davantage notre réseau. Notre équipe est reconnaissante envers chacun et chacune d'entre vous pour votre dévouement, votre passion et votre engagement continu envers l'éducation francophone en Ontario. Les programmes sont souples et adaptés pour répondre aux divers besoins de nos communautés scolaires, car ceux-ci sont souvent livrés par nos parents bénévoles et vos pairs. Je suis convaincue qu'ils vont continuer à s'investir cœur et âme au renforcement des capacités parentales de leurs confrères et de leurs consoeurs, car nos bénévoles sont généreux d'esprit. S'associer à parents partenaires en éducation a toujours exigé de nos parents bénévoles une grande implication individuelle et collective, que ce soit à titre de parents ambassadeurs, de parents influents, de membres des comités de participation des parents et des conseils d'école. Ceux-ci sont toujours au rendez-vous. À nos parents animateurs, parents membres de nos comités consultatifs régionaux, parents autochtones, membres du cercle d'échange et à nos administrateurs et administratrices au conseil d'administration, je vous dis du fond du cœur merci. À tous les parents de notre réseau, je vous lance cette invitation. Venez vous joindre à nous. PPE vous offrira une expérience bénévole édifiante, car PPE se distingue par sa capacité novatrice de concerter les parents d'enfants du système scolaire francophone de l'Ontario, de canaliser leur pouvoir d'influence et de les représenter à différents paliers. Votre contribution est importante. Vous faites une différence dans la vie des membres de vos communautés parentales et dans vos communautés scolaires. Nous apprécions les personnes que vous êtes et ce que vous faites pour vos pairs. J'aimerais souligner la contribution de nos commanditaires Prestige et Or, qui sont l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques et bien sûr le consortium Centre Jules Léger, qui a contribué encore une année à l'accessibilité de notre congrès. J'aimerais prendre un moment pour remercier nos interprètes en langue des signes qui nous ont encore une année tellement bien accompagnés. Merci à vous pour votre travail extraordinaire.
Merci à la gang de Livestream Junkies pour leur soutien technique. Vous nous avez tellement bien épaulés en assurant la fluidité de notre congrès qui s'est déroulé. Chapeau! Merci à notre maîtresse des cérémonies, Nathalie Lachance, coordonnatrice des communications et de la promotion pour une belle animation de congrès. Tu fais vraiment ça comme une pro. J'aimerais aussi remercier nos conférencières dans l'ordre de passage, alors Valérie Courtemanche, Makena Rankin, Marie-Ève Landry et Sophie Caron. Je suis confiante que nos parents ont retenu des stratégies gagnantes pour intervenir dans leur rôle de premier éducateur. Merci à nos bailleurs de fonds, le gouvernement de l'Ontario et à Patrimoine Canada pour leur soutien financier continu. Vous êtes des alliés importants pour notre réseau de parents et j'anticipe avec plaisir nos futures conversations et collaborations. Je m'en voudrais de ne pas remercier très chaleureusement nos employés à PPE. Quel bonheur que vous contribuez à ma vie. À titre de parent, vous avez peut-être eu l'occasion de les côtoyer dans le cadre de nos activités, de nos soirées parents, dans les médias sociaux. PPE a vraiment la meilleure des équipes. Chaque employé démontre au quotidien des comportements qui reflètent nos valeurs organisationnelles. Alors, Georgette Bédot, Nathalie Lachance, Rosalie Madamumbe, Balgissa Ouedraogo, Julie Pilon, Marie-Ève Morin, Karine Denis, Nicole Fortin, Brianna Bilek et Esberte Élysée. Ensemble, nous sommes assurés que notre congrès 2024 a connu un franc succès et j'envisage avec plaisir le privilège de vous côtoyer dans l'année à venir. Que notre offre de service puisse continuer à vous éclairer, vous accompagner et vous outiller afin d'optimiser votre parcours de premier éducateur. Nous vous invitons maintenant à prendre quelques instants pour remplir notre formulaire d'évaluation de l'événement. Vous pouvez y avoir accès par l'entremise du code QR ou en cliquant le lien qui vous est partagé dans le clavardoir. Vos retours sont précieux et nous aideront à améliorer nos futurs événements pour mieux répondre à vos besoins. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre réseau pour rester informé de nos prochaines activités, ressources et initiatives. Encore une fois, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Nous avons hâte de vous retrouver lors de nos prochains événements. Fondée en 1939, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, mieux connue sous l'acronyme AEFO, est un syndicat à l'écoute de ses membres et branché sur l'Ontario français. Notre organisme rassemble des enseignantes et des enseignants, ainsi que d'autres groupes d'employés travaillant dans des établissements francophones. Nous nous consacrons à la défense des intérêts et à la protection des droits de nos membres répartis aux quatre coins de l'Ontario. Nous sommes fiers de nous démarquer par l'expertise de nos spécialistes en relations de travail, en relations professionnelles, en relations gouvernementales et communautaires. Nous contribuons activement à l'avancement de causes telles que l'éducation en langue française, la défense des droits des francophones et le leadership des femmes. Portés par des valeurs humaines, nous sommes un agent de changement qui contribue à bâtir une société plus inclusive, plus juste et plus équitable. L'AEFO, branché sur l'éducation et la francophonie. Bienvenue au service consultatif du consortium Centre Jules Léger. Nos services consultatifs offerts par notre établissement sont destinés aux écoles des 12 conseils scolaires de l'Ontario. Notre objectif principal est de fournir une expertise et un soutien aux élèves et aux membres du personnel de la province. Nos ressources visent à soutenir l'apprentissage et l'inclusion des élèves ayant des besoins particuliers en cécité, surdité, surdicécité ou ayant des troubles d'apprentissage sévères dans leur école. Nos consultants spécialisés sont les mieux outillés pour conseiller adéquatement les familles et les membres du personnel des écoles sur ce qu'il y a de mieux adapté pour les élèves. Nos spécialistes se rendent dans les écoles pour évaluer les besoins spécifiques des élèves et faciliter l'adaptation d'apprentissage. Notre équipe de consultants est dévouée à promouvoir des pratiques éducatives inclusives et à fournir des conseils et un soutien personnalisé pour répondre aux besoins uniques de chaque enfant. Le consortium Centre Jules Léger, la référence incontournable en matière d'éducation spécialisée.